collaborateurs, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Billigère, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Il va rencontrer le président chinois, mais il va sans doute aussi faire des affaires. Le chancelier allemand Olaf Scholz est attendu en Chine demain, c'est-à-dire aujourd'hui, heure de Chine, pour une visite diplomatique. Là, ça y est, la visite est finie, c'est plus 8 heures là. Ça y est, oui, c'est ça, il est 1h30 du matin là, à Pékin. Ouais. Pour une visite qui pourrait avoir une plus forte tonalité économique. Certains grincent des dents en Europe après la validation du rachat partiel du port de Hambourg par une entreprise chinoise, d'autant qu'Olaf Scholz se rend à Pékin sans aucun autre dirigeant européen. Les intérêts allemands sont-ils en train de faire passer la solidarité européenne à l'arrière-plan? Avec nous pour en débattre, Nicolas Gros-Verret, correspondant UE au temps de Sud-Ouest et rédacteur en chef de Bruxelles 2. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix. Philippe Billigère, tout le monde dit que Olaf Scholz, maintenant, c'est l'Allemagne qui dirige l'Europe et le chancelier fait ce qu'il veut. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, en tout cas, c'est un chancelier qui, d'un coup, à la suite de plusieurs événements, donne véritablement l'impression de se dissocier de l'unité européenne et d'avoir une stratégie qui est très personnelle. Alors, est-ce que la Chine, d'abord le voyage, me semble-t-il, est totalement inopportun après le triomphe fabriqué de ce dictateur à l'égard duquel il n'y a pas de comparaison possible aujourd'hui, me semble-t-il. Deuxième élément, le profit, bien sûr, n'a pas d'odeur idéologique et on y va pour des motifs commerciaux. Mais j'aimerais savoir et demander à notre ami, si vous le permettez tout de suite, qu'est-ce qui justifie ce changement en quelque sorte radical de stratégie de ce chancelier socialiste qui n'est pas mou du tout, m'a-t-on dit. Bon, Nicolas Gros-Verret, on fera le tour de table plus tard. Oui, pardon, excusez-moi. Nicolas Gros-Verret, allez-y. Mais je pense que Scholz n'a pas vraiment changé d'avis. J'allais le dire, pas du tout. C'est business as usual, on est d'accord, Nicolas? Il a, en mai, enfin, si je peux me permettre, enfin, on ne va pas remonter au temps antédiluvien, mais en mai déjà, il disait la Chine est un acteur mondial et de ceci découlent deux principes. Un, on ne doit pas isoler la Chine, mais on ne doit pas accepter non plus son hégémonie en Asie. Et nous ne devons pas négliger également les violations des droits de l'homme. Donc vous avez là on va dire la stratégie Scholz qui est de dire on doit continuer de dialoguer avec la Chine parce que cela reste un partenaire. Et effectivement, vous avez raison de dire, c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait partagé en Europe. Cette position-là, il faut dire, il y a quelque temps, tout le monde l'a partagée. Hein. C'était, on va dire, avant le Covid, même durant le Covid, il fallait dialoguer avec la Chine. La Chine était un partenaire incontournable. Il fallait discuter avec elle. Il valait mieux l'avoir à bord que l'avoir contre nous. C'était un petit peu quand même la tendance majoritaire. Cette tendance majoritaire s'est retournée effectivement en quelques années. Et en fait, c'est pas que Scholz est isolé, c'est qu'il maintient le cap en fait sur une stratégie allemande qui est d'ouverture très contrôlée avec la Chine. Françoise Degois. Oui, alors, j'entends ce que vous dites, Nicolas. Je ne suis pas sûr du tout que le cap ait changé fondamentalement. Vous savez, la Chine, c'est un marché hors du commun. Je donne toujours cet exemple. La seule ville de Shanghai consomme la totalité de la production de porc française, par exemple. Hein. C'est 25 millions à 30 millions de porcs par an. Donc, Shanghai consomme la totalité de la production française. C'est un marché gigantesque. Pourquoi Olaf Scholz va en Chine? Parce que les Chinois sont des consommateurs délirants de voitures allemandes, sont consommateurs délirants de produits allemands, de machines-outils allemandes, de tout ce qui est industriel. Donc il y a une réalité, et ça, on revient, moi, plutôt que de dire cavalier seul, même si l'expression de Cécile est juste, il y a un pragmatisme allemand. Il y a le pragmatisme, nous avons toujours commercé avec la Russie, nous commerçons avec la Chine, et là où j'entends bien que c'est assez mal vu, y compris dans sa propre coalition, parce que je crois qu'il y a 7 ou 8 ministres qui sont pas tout à fait d'accord avec cette question-là, certes. Qui pensent que c'est le pire moment. L'Allemagne est un peu affaiblie, pas tant que ça, mais en tout cas est affaiblie, et voilà. Et dernier point,
véritablement très court. Encore une fois, quelle que soit la position officielle des gouvernants européens, je peux vous dire, pour avoir été dans un gouvernement, que tout le monde se met à genoux pour pouvoir pénétrer le marché chinois de quelque manière que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans le luxe, que ce soit dans les voitures, l'industrie. Vous savez, c'est des heures et des heures et des jours et des années. Alors je veux bien que vous expliquiez que la tendance a changé. Je n'ai rien vu de tel. Nicolas Grouverid. Sur les chiffres, effectivement, il n'y a pas photo. Hein. La Chine, en termes de partenariat commercial, si on parle chiffres, hein, parce qu'il faut parler chiffres à un moment donné, oui. C'est le premier partenaire en termes d'importation, donc c'est 22%. De l'Allemagne. Et c'est le troisième partenaire, je parle de l'Europe. Hein, oui, en Europe, oui, bien sûr. Pour l'export, c'est-à-dire 10%, donc c'est énorme. Et effectivement, dedans, vous avez l'Allemagne, par exemple, qui exporte environ 100 milliards d'euros, hein, pour donner quelques chiffres, c'est 4 fois plus que la France, hein, qui arrive en deuxième position sur les exports. Donc, il n'y a pas, la Chine est un partenaire, on va dire, incontournable au niveau commercial. Ce que je disais au niveau du tournant, c'est qu'il y a quelque temps, on ne discutait pas cette option-là. On disait la Chine est un partenaire, point, fermons le banc. Il faut regarder un peu les droits de l'homme quand même, parce que c'est pas brillant. Bon, ils sont pas très fun. On fait pas trop de commerce d'armes parce que c'est pas non plus très important. Mais sur le reste, c'est commerce à tout va. Là aujourd'hui, on a quand même un certain. Moi, ce que j'observe, c'est un certain. Il est timide, sans doute. Il n'est pas vous encore. Avez raison, c'est vrai. Je vous l'accorde, c'est vrai. Il y a un changement de discours, en tout cas. Sébastien Ménard. Alors moi, je plus sois à ce que nous a dit Françoise. Elle a tout dit. Voilà, la Chine est un pays monde, c'est un marché mondial sur un territoire incroyable, mais c'est aussi la réelle politique. La réelle politique, c'est quoi? C'est la Chine a acheté des ports en Grèce, a acheté des ports au Portugal, elle a acheté des ports en Italie, en Allemagne, des aéroports, des aéroports en France. Voilà. Bon, il nous reste plus qu'à apprendre une nouvelle langue, ce que j'appellerais l'allemand d'arin. L'allemand d'arin. C'est pas mal. C'est bien, elle est bien. Vous l'aviez pas trouvé celle-là, Françoise, hein? Nicolas Verreille, de vous qui parlez le franc flamand à Bruxelles, qu'est-ce que vous voulez répondre? Non, ce que je voulais continuer, c'est que alors bien sûr, on peut ne pas croire ces stratégies, ces communications. Au dernier Conseil européen, il y a eu un vrai débat sur la Chine pendant 3 heures. Oui. Je ne pense pas que c'était le quart d'heure de gloire de Olaf Scholz, hein, parce que son voyage a quand même été assez critiqué quand même. Et il y a eu tout un débat pour dire qu'est-ce qui est. On définit en fait la Chine au niveau européen par 3 mots: partenaire, concurrent, rival systémique. Rival systémique, c'est un mot gentil pour dire joyeux adversaire, on va dire. Hein. Et donc c'est entre la combinaison de ces 3 mots que tout le monde se place. Il y en a pour certains, c'est plus un partenaire qu'un concurrent. Pour d'autres, c'est plus un concurrent qu'un partenaire. Et pour les troisièmes, c'est un rival systémique. Et pour la plupart des pays, c'est les 3 à la fois. Hein, donc, et on a quand même défini ce qui n'était pas le cas auparavant, qu'il y avait un danger de dépendre de la Chine. Ce n'était pas du tout le cas. Il y a plusieurs documents européens qui ont été débattus, la Chine est un danger, il faut arrêter d'être dépendant de la Chine, il faut faire attention aux vulnérabilités, et surtout, la Chine monte en puissance de façon militaire, de façon importante. Elle devient là vraiment un rival. Tous les 4 ans, ils produisent autant de bateaux que la marine de guerre française pour leur marine de guerre. Une réaction de Philippe Bilger. La marine de guerre, enfin, ce que dit l'amiral, le chef de la marine française, c'est que la marine chinoise sort en 4 ans l'équivalent de la marine française. Absolument. Voilà, elle met en chantier une frégate par mois. Et elle sort 4 sous-marins par an. Donc vous voyez la puissance de feu. Difficile de rivaliser. Juste une chose, Nicolas, même si j'ai bien compris qu'il n'y avait pas de tournant à l'égard de la Chine de la part d'Olaf Scholz, est-ce que tout de même ce qui se passe depuis l'Ukraine ne montre pas un changement d'orientation et peut-être une volonté plus ostentatoire de poursuivre des alliances anciennes? Est-ce que lorsque le terme de cavalier seul qu'on a utilisé, est-ce qu'il vous paraît exact, au moins depuis qu'il y a ces conflits en Europe? Le terme du cavalier seul est exact.
Ce qui est exact, c'est que la guerre en Ukraine a changé la donne. Elle a changé la donne sur 2 plans. Donc il y a 2 manières de changer la donne. C'est soit vous vous dites la guerre en Ukraine nous oblige à raccrocher la Chine au wagon international parce qu'on a besoin d'elle pour, par exemple, le changement climatique. On a besoin d'elle pour tempérer la Russie. On a besoin d'elle pour être en fait un intermédiaire, on va dire, entre la Russie et l'Occident, en fait, la puissance du milieu. Et de l'autre côté, vous avez pas mal, quelques pays, hein, notamment, par exemple, la Finlande, au nord-est de l'Europe, on est très, très inquiet. Hein, au dernier Conseil européen, la Finlandaise, Sanna Marin, qui est du même parti qu'Olaf Scholz. Hein, donc là, on n'est pas sur une question de parti. Hein, elle est social-démocrate. Elle dit on ne doit pas être dépendant de régimes autoritaires sur des questions cruciales comme les technologies. C'est clair, c'est net. Ça, c'est très précis. Elle critiquait justement le voyage de Scholz. Hein. Et Kaja Kallas, qui est d'une autre tendance, hein, mais qui est plutôt du centre et libérale, qui est estonienne, elle disait on doit définir des règles du jeu. Enfin, Emmanuel Macron disait qu'il fallait définir des règles du jeu et Kaja Kallas allait plus loin, c'est-à-dire qu'il fallait considérer la Chine comme la Russie, comme un ennemi. Non, écoutez, moi j'entends tout ce que vous dites, mais là je pense que au-delà du voyage d'Olaf Scholz, il y a un changement total de la géopolitique. Il y a une bascule qui est en train de se faire. Vous savez très bien, et on va le voir d'ailleurs avec l'élection de Lula, qui s'entendait d'ailleurs comme Bolsonaro dans l'alliance des BRICS. Vous comprenez bien que y a une domination occidentale, on va dire, depuis la Seconde Guerre mondiale. On est d'accord. Et puis, vous avez des pays qui émergent. Vous avez le Brésil, le géant, 215 millions d'habitants. Vous avez l'Inde, plus d'1 milliard, la plus grande démocratie officiellement du monde. Vous avez l'Afrique du Sud, ce qu'on appelle les BRICS, la Russie et la Chine. Toutes ces puissances mondes vous disent, toutes ces puissances, en tout cas, même en devenir pour le cas du Brésil, disent en gros à l'Occident, 50 ans d'hégémonie, ça peut pas continuer comme ça. Voilà. Nous sommes une puissance. Donc j'entends bien ce que disent les Européens par rapport à la Chine, mais j'entends aussi le point de vue derrière des Américains qui veulent absolument pas voir ce géant qui, à mon avis, économiquement les a déjà dépassés, même si officiellement c'est toujours les États-Unis la première puissance, mais en réalité, nous pensons tous que c'est la Chine. Et je pense qu'il faut agir au-delà d'Olaf Scholz et des pinailleries européenne, parce que l'Europe est toujours prise en sandwich. Vous vous souvenez, Obama, c'était la Chine-Amérique. Et au milieu, il y avait l'Europe et les Américains s'en foutaient. Tant que l'Europe n'arrive pas à s'unir, ça les arrange. Moi, je crois qu'il faut regarder ça du point de vue du basculement du monde. J'ai pas dit que c'est bien ou pas bien, mais il y a un basculement général avec ces Occidentaux qui ont géré et dirigé le monde de la manière on a plus le temps, Françoise. Voilà. Donc qu'est-ce que vous pensez, Nicolas, de ça? On a plus le temps. Dommage. Ah oui, c'est la question la plus longue du monde. Donc, non, mais c'était mon point de vue que je donnais. Je vais donner un point de vue, je connais ces pays. C'est l'apprentissage de la réalité. Et qu'il faut que les Européens apprennent la réalité. Après, c'est pas pour ça qu'on ne reste pas sans armes. Hein. C'est pas parce que la Chine est très puissante et que les États-Unis sont très puissants que les Européens n'ont pas à entendre une voix. Et c'est le travail qui est mené avec tous les autres pays de la zone. Merci beaucoup. On n'a pas perdu. Je pense la bataille n'est pas perdue. Bon, merci beaucoup, Nicolas Groverheide, correspondant Union Européenne au temps du Sud-Ouest et rédacteur en chef de Bruxelles 2. Vous restez avec nous dans un instant. De la mauvaise foi, de la tricherie, de l'ambiance, de la bonne humeur. De la part de qui on se demande bien? De vous. Allez, à tout de suite.